suite de BFM Story et l'on reparle du cas du professeur Raoult. Parce que dans une tribune publiée par Le Monde, tribune publiée hier, on a des confrères du professeur, des instances médicales qui dénoncent l'organisation de sa part d'essais thérapeutiques qualifiés de sauvages sur les patients atteints du Covid-19. C'était à l'IHU de Marseille entre 2020 et 2021. Alors, on va rentrer dans le détail avec l'un des signataires de la tribune, mais d'abord avec vous, Caroline Dieudonné, du service santé de BFM. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément, professeur Raoult? Alors, il y a ce terme très fort que vous avez évoqué à l'instant, de plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour. En fait, il est fait référence à la mise en ligne récente d'une prépublication. Donc, c'est une étude qui n'a pas été relue par les pairs, qui n'a pas encore été publiée dans une revue scientifique et qui concerne 30 000 patients Covid qui ont été traités, notamment avec de l'hydroxychloroquine entre le 2 mars 2020 et le 31 décembre 2021. Donc, que disent les signataires de cette tribune? Eh bien, ils disent qu'ils considèrent que les règles élémentaires ont été enfreintes, notamment à l'occasion de la crise sanitaire. Ils citent la prescription systématique aux patients atteints de Covid de médicaments, je cite toujours, effectués sans base pharmacologique solide et en l'absence de toute preuve d'efficacité. Ils estiment que ces prescriptions ont été réalisées en dehors de toute autorisation de mise sur le marché, mais aussi en dehors de tout cadre éthique et juridique. Donc, parmi les questions soulevées, si on résume, on a des questions de réglementation, donc d'autorisation, de quel type d'études est-ce qu'on parle. Il y a des questions éthiques et de pertinence, notamment sur l'utilisation tout simplement de l'hydroxychloroquine, alors que par exemple récemment, l'Agence du médicament a encore rappelé qu'elle n'était pas recommandée pour les patients Covid. Et puis enfin, la question de la réaction des autorités qui est soulevée dans cette tribune. Enfin, on signale que dans le JDD, Pierre-Édouard Fournier, qui est désormais à la tête de l'IHU, répond que cette étude n'est pas une étude clinique, mais plutôt un retour sur les traitements qui ont été donnés aux personnes qui allaient à l'IHU pour se faire soigner. Donc, les autorités sanitaires sont en train d'étudier tout ça. On est avec Olivier Saint-Lary, médecin généraliste, président du Collège national des généralistes, et vous êtes co-signataire de cette tribune publiée dans Le Monde à l'encontre de Didier Raoult. Bonsoir. Pourquoi finalement, 2 ans après, revenir à la charge contre le professeur Raoult? Alors, merci beaucoup. L'idée n'est pas de revenir à la charge contre tel ou tel, mais bien d'appeler les pouvoirs publics à une réaction forte pour protéger les patients. Nous avons découvert lors de la mise en ligne du préprint que c'était plus de 30 000 patients qui étaient concernés par le protocole qui était mis en œuvre et la publication qui vient de sortir. Et cela nous a beaucoup inquiétés, nous avons échangé et vous l'avez rappelé, 16 sociétés savantes plus des personnalités scientifiques qualifiées ont échangé récemment et ont considéré qu'il n'était pas acceptable de faire courir de tels risques aux patients et Quel risque, qu'un cadre... Ont-ils été mis en danger réellement? Vous savez, lorsque vous prescrivez un médicament en France, vous avez 3 possibilités. Soit vous êtes dans le cadre de l'AMM, de l'autorisation de mise sur le marché, soit vous êtes sur des prescriptions hors AMM, qui est un cadre très particulier et très restreint, et soit vous êtes dans de la recherche clinique. L'hydroxychloroquine n'a pas l'AMM dans cette indication, et le cadre du hors AMM ne correspond pas du tout à ce qui a été fait à l'IHU. D'accord, mais on était dans un moment exceptionnel. Pardon, docteur, on était dans un moment exceptionnel. Le professeur Raoult était convaincu des effets positifs de l'hydroxychloroquine. Bon, finalement, les faits lui ont donné tort, mais si ça avait fonctionné, aujourd'hui, on ne lui reprocherait pas d'avoir fait cet essai, peut-être pas dans les règles de l'art, mais au moment où la pandémie était là et qu'il fallait à tout prix trouver des remèdes. Alors, je pense que vous avez raison de soulever ce point. Au début de la pandémie, lorsque il y avait effectivement très peu de réponses, peut-être que, compte tenu du contexte absolument exceptionnel, cela aurait pu se comprendre. Même si, au niveau, vous avez rappelé que j'étais à la tête du Collège national des généralistes enseignants, et dès le mois de mars 2020, nous appelions à la prudence vis-à-vis de l'hydroxychloroquine. Mais, en tout état de cause, en 2021, les faits scientifiques étaient établis. Et pourtant, de très nombreux patients, je crois que c'est plus de 20 000 patients, ont été inclus en 2021, alors qu'il n'y avait plus aucun doute scientifique possible et qu'il y avait un consensus international très large. Mais là, vous avez échangé avec l'intéressé avant de publier cette tribune ou pas la peine? Alors, nous avons échangé entre les 16, enfin même plus, assez très largement autour des sociétés savantes actuelles et qui regroupent très largement. Notre objectif, encore une fois, c'est pas une question de personne, c'est une question de
faire prendre conscience aux pouvoirs publics et aux autorités de tutelle qu'on ne peut pas laisser ce type d'études sauvages se mettre en place sans réagir très fortement. Sinon, c'est la porte ouverte à la réplication de ce type d'études sauvages de manière anarchique et en faisant prendre des risques aux patients. Et c'est pour ça que nous avons souhaité prendre la plume pour écrire cette tribune. Didier Raoult dénonce une tribune d'imbéciles. Mais je regrette, encore une fois, je vous le disais, l'idée, ce n'est pas d'aller contre tel ou tel collègue. Et il s'est senti visé, là. Oui, j'entends bien, mais malheureusement, cela témoigne aussi peut-être de la limite de l'argumentation scientifique quand on en arrive à qualifier des confrères de tel nom. Nous sommes avec le directeur médical du SAMU Seine-Saint-Denis, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, Frédéric Adnet. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous ne l'avez pas signé? Vous l'avez pas signé, cette tribune? Non, je ne l'ai pas signé, mais je l'aurais probablement signé si on m'avait sollicité. Moi, je vois le principal danger, c'est de redonner de l'espoir avec l'hydroxychloroquine. Maintenant, il y a un consensus qui est national, international, dans toutes les recommandations, quelle que soit la société savante, on ne prescrit plus. L'hydroxychloroquine n'est plus indiquée en prévention, en curatif pour les formes sévères dans le cas de la Covid-19. Donc la messe est dite, je veux dire, c'est complètement réglé. Mais justement, puisque la messe est dite, pourquoi de nouveau vouloir en quelque sorte s'en prendre à Didier Raoult, vouloir à tout prix des sanctions? Parce que la tribune, elle exige quand même une réponse ferme des pouvoirs publics. Est-ce que c'est bien nécessaire de remettre parce que si vous lisez cette publication, elle conclut en l'efficacité d'un traitement qui s'est révélé inefficace. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, et vous savez très bien que... Donc c'est un mensonge. C'est une erreur scientifique, oui, c'est une erreur scientifique. Vous savez, on est dans un phénomène qu'on connaît très bien chez les scientifiques, qu'on connaît très bien dans les congrès, dans nos controverses scientifiques, c'est l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire qu'un scientifique, à un moment donné, a une hypothèse qui est à un moment donné raisonnable. Et moi-même, quand on avait lancé l'hydroxychloroquine, ça me semblait intéressant comme molécule. Et l'évolution scientifique de cette molécule a montré que ça ne marchait pas. Par contre, et ça on le voit quelquefois dans d'autres sciences, les scientifiques et l'équipe de l'IHU s'est enfermée dans cette hypothèse de manière déraisonnable et c'est en quelque sorte un petit peu tunnelisé. Mais Didier Raoult vous a traité, vous et vos pairs, de tous les noms, là il continue, imbécile, dignard, il y avait que lui qui savait. Est-ce que c'est la revanche des blouses blanches qui en avaient marre d'être pris, justement, d'être insultés et qui se disent aujourd'hui, Raoult, il faut lui faire la peau? Non, pas du tout. Et d'abord, c'est lui qui publie cet article. C'est pas nous qui. Si cet article n'avait pas été publié et si enfin il avait compris. S'il avait reconnu qu'il était dans une impasse et qu'il passait à autre chose. Enfin, quand j'ai une molécule moi qui ne marche pas, je passe à une autre molécule. Comment vous expliquez cet acharnement qu'il a eu? Il s'est enfermé dans c'est des choses dans sa construction intellectuelle. C'est des choses très communes en science. Hein. Vous avez des scientifiques qui s'enferment dans des hypothèses. On a beau leur démontrer que ça ne marche pas, ils continuent malgré tout à s'enfermer dans cette hypothèse. Et là, dans cette publication qui est monocentrique, c'est-à-dire qui n'intéresse que l'IHU, on a ce qu'on appelle nous en science l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que quand vous pensez que la molécule marche et que vous êtes le seul à l'expérimenter, alors effectivement, vous allez avoir des résultats positifs. Si moi, j'avais une molécule dont j'étais certain qu'elle marcherait, je la donnerais à d'autres, à des équipes complètement indépendantes, voire étrangères, pour qu'ils la testent sans que j'intervienne. Parce qu'on sait très bien qu'en médecine, on sait très bien qu'en médecine, quand un médecin prescrit un médicament et qu'il les croit fortement, comme il n'y a pas d'aveugle, il a souvent des résultats qui sont positifs. C'est l'effet Pygmalion qui est archi connu en médecine. Christophe Barbier. Le professeur Raoult a raison de ne pas laisser passer ça. Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ça fasse école. Le professeur Raoult s'est montré expert en l'art de ne pas suivre les protocoles qui permettent de vérifier des hypothèses, des intuitions et de valider les expériences. Je pense qu'il y a une forme d'hubris personnelle qui a été aussi accrue par la vindicte dont il est l'objet. C'est-à-dire, plus on le critique, plus il se sent dans un effet martyr. Oui. C'est un phénomène aussi classique. C'est toujours intéressant d'avoir dans une communauté un mouton noir qui prend une direction opposée, parce que d'abord, il faut vérifier, et puis ça suscite, ça sollicite. Les académiques, ils doivent en permanence réaffirmer pourquoi ils déterminent ce qui est le vrai par rapport à des hypothèses qui se révèlent complètement fausses. Maintenant, c'est en train de prendre une tournure un petit peu particulière parce que nous sommes dans un monde où ce n'est plus comme avant. Avant, il aurait comparu devant ses pairs, ça aurait été un dialogue entre l'académie et les autorités. C'est plus le cas maintenant.
Les réseaux sociaux fonctionnent, tout le monde se prend pour un diplômé en médecine, en biochimie, et donc tout le monde a son avis. Et évidemment, de manière intuitive, il y aura les pro-Raoult. Ça ne peut être qu'un messie, un druide qui nous montre la vérité, contre bien sûr l'académisme qui est complice des labos et des pouvoirs politiques. Certains disent qu'il est même devenu, et c'est sa fille d'ailleurs qui a utilisé cette expression, le chef des complotistes. Ben, peut-être à l'insu de son plein gré, comme on dit par une expression consacrée. C'est-à-dire qu'une certaine forme de popularité lui est venue de la part de gens qui, pour certains, sont sincères. Et on ne peut pas retirer professeur Raoult de s'être soucié en mars 2020 des patients. Des gens qui venaient chez lui en essayant de trouver le remède, n'importe quoi, pour ne pas mourir ou ne pas voir mourir leurs parents âgés. Et il a répondu à cela. Mais sur cette popularité du médecin qui porte assistance, du SOS médecin, il y a eu la popularité du gourou, du druide, qui avait d'un seul coup une vérité scientifique qu'évidemment tous les intérêts capitalistes et politiques mondiaux voulaient écraser. Par ailleurs, il y a eu tout un réseau de, non pas de complaisance, mais un réseau de curiosité. Il y a des politiques qui l'ont soutenu, notamment dans le sud de la France. Et puis après, ils ont fait marcher. Le président Macron était allé le voir. Macron était allé le voir. Estrosi avait dit qu'il avait été soigné grâce à ça. Bien sûr, Philippe Douste-Blazy, qu'on a vu sur les images, son camarade ancien comme Renaud Muselier a fait preuve aussi de beaucoup d'indulgence. Lui aussi, les médecins. Mais à la limite, les politiques sont là aussi pour faire ce jeu-là. Après, ils ont suivi un peu l'opinion publique au début. Il faut savoir dire stop. Et à un moment donné, on a eu les preuves scientifiques que l'hydroxychloroquine, ça ne marchait pas. On a vu comment on pouvait mener la population vers la fin de l'épidémie. Et d'ailleurs, ça a été fait. Il fallait se désolidariser du professeur Raoult. C'était un espoir qu'on allait s'en sortir plus vite que prévu. Et exactement. On s'est raccroché aussi à cet espoir. C'était l'espoir courant dans les épidémies du remède miracle. Bon, ce n'était pas un remède miracle. Voilà, c'est tout. C'est devenu une croyance, si vous voulez. C'est devenu une croyance avec le phénomène des croyances, c'est-à-dire les phénomènes qui s'apparentent à des phénomènes sectaires, à un phénomène de gourou. Mais je ne peux pas vous laisser dire que le principal vertu du professeur Raoult était de s'occuper des malades. Je veux dire, j'étais au front, nous étions tous au front, tous les médecins hospitaliers étaient au front, et nous, on soignait les malades avec des médicaments qui étaient validés, avec des prises en charge qui étaient validées. On était au tout début, donc on n'avait pas beaucoup de médicaments. Mais je ne peux pas vous laisser dire que le professeur Raoult, par rapport aux autres, parce que ce que vous dites, vous mettez en creux qu'il y a d'autres praticiens ne s'occupaient pas forcément bien des patients. Oui, mais non, je ne veux pas du tout dire ça. Les praticiens de tous pays ont été héroïques. Lui a participé de ce secours, de cette mise à disposition de son savoir et de ses matériels pour les patients. Il y a ajouté en effet quelque chose, c'est qu'il est allé vers des remèdes qui n'étaient pas validés. C'est-à-dire que vous restiez dans le validé pour ne pas ajouter au risque de la Covid le risque d'une expérimentation. Et lui, il a dit sur la base de son intuition, je vais quand même y aller. Ah mais on faisait des expérimentations, sauf que ces expérimentations, elles étaient d'abord légales et surtout, elles étaient factuelles. C'est-à-dire qu'on faisait des expérimentations de médicaments qui répondaient à un cadre légal et qui surtout correspondaient à des hypothèses sérieuses. L'hydroxychloroquine, enfin moi, je me rappelle au tout début, j'avais même acheté une boîte de Plaquenil parce que tout le monde pensait que ça pouvait marcher. Mais très très rapidement, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Quand on fait de la recherche, on met ça de côté et on passe à autre chose et on fait d'autres expérimentations. Mais Olivier Saint-Lary, docteur Saint-Lary, que répondez-vous à Marseille lorsque on entend des patients dire « Moi, je suis allé me faire tester par professeur Raoult, il m'a prescrit, j'ai été guéri grâce à lui, à ceux qui se sont même déplacés, qui ont fait des dizaines, des centaines de kilomètres au moment de la crise du Covid pour aller se faire tester à l'IHU, entre autres. Et puis, il y avait des responsables politiques, notamment, qui l'ont fait. » Ouais, mais heureusement que le Covid ne tuait pas tout le monde. Et heureusement que l'immense majorité des Français qui ont attrapé le Covid s'en sont sortis. Et je voudrais revenir juste sur les deux points là que vous avez soulevés. Par rapport à l'étude dont il est question, je voudrais qu'on décentre le propos d'une personne, mais vraiment d'aller sur la molécule, l'étude et la gravité que ça peut avoir si jamais ces faits n'étaient pas sanctionnés à la hauteur qu'ils le méritent. D'une part, par rapport à l'étude, je voudrais souligner sa piètre qualité scientifique. Ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui allaient à l'IHU recevaient de l'hydroxychloroquine, sauf contre-indication. Et vous imaginez bien que les gens qui ont une contre-indication à l'hydroxychloroquine, ce sont les gens les plus âgés, les plus fragiles, avec des problèmes cardiaques. Et après, les équipes comparent les résultats de deux groupes qui sont absolument pas comparables. Des gens qui étaient de base beaucoup plus à risque de faire des formes graves de Covid, qui n'avaient pas reçu de l'hydroxychloroquine parce qu'ils avaient des contre-indications, et des gens qui étaient beaucoup moins à risque, des jeunes de 20 ans qui ont reçu ce produit très largement, et qui évidemment ont eu un taux de complications qui était plus bas. Donc le niveau de scientificité de l'étude est franchement extrêmement mauvais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'encore une fois, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un traitement validé,
qu'on n'est pas dans le cadre de la prescription hors AMM, parce que la prescription hors AMM, elle ne peut pas concerner tout le monde qui vient pour une maladie. Il s'agit de prescription dans des contextes très particuliers et pour une personne donnée, dans un cas donné. Or là, c'était donné à 30 000 patients. Donc quand on n'est pas dans ces deux cadres-là, on est dans le cadre de l'expérimentation clinique. Et mon collègue l'a rappelé, il y a des règles pour faire l'expérimentation clinique et ça n'est pas de rien. Ça naît depuis plus de 60 ans, depuis le Code de Nuremberg pour protéger les patients. Et là, l'IHU s'est complètement absous de ces règles. Il n'y a pas eu de déclaration à la NSM, il n'y a pas eu d'accord de comité de protection des personnes et plus de 30 000 patients ont été exposés à ces risques. Et c'est ça qu'on trouve absolument inadmissible. D'accord. Dernière question de Caroline Dieudonné. Oui, monsieur Saint-Lary, qu'est-ce que vous demandez comme sanction? Vous dites qu'il faut des sanctions, mais qu'est-ce que vous demandez précisément? Ouais. Nous, tous les signataires de la tribune, encore une fois, on est médecins, on est scientifiques, on n'est pas juges. Ce n'est pas notre rôle que de dire quelle est la sanction qui est adaptée. Il y a des autorités qui sont là pour ça, et notre tribune, elle a pour objet de les appeler à leur responsabilité et leur demander de se positionner publiquement pour que de telles dérives ne puissent plus avoir lieu à l'avenir pour protéger les patients. Merci docteur Saint-Lary, merci professeur Adnet, Caroline Dieudonné, merci d'avoir été avec nous. Et les réponses du professeur Raoult, eh bien ce sera demain en direct sur BFM TV, parce que quand on est accusé, on peut répondre aussi. Et il sera demain en direct à 9h avec Bruce Toussaint, le professeur Raoult, pour répondre à toutes ces questions. Il est notamment accusé d'essais thérapeutiques sauvages. Vous venez d'entendre la demande de l'un des signataires de la tribune, Olivier Saint-Lary, demande à ce qu'il y ait une sanction exemplaire.